Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo que je n'avais absolument pas prévue. Mais j'ai réussi à dénicher une petite pépite récemment et il fallait absolument que je vous la partage. Vous le savez, j'adore les objets vintage, et au vu de vos commentaires, visiblement vous aussi, alors je ne pouvais pas garder cette trouvaille pour moi, surtout que vous allez la voir très régulièrement à partir de maintenant dans les vlogs. Alors c'est parti, je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé. Il s'agit d'un tourniquet à bobine datant environ des années 1890-1910. Mais je vous en dis pas plus puisque je vous en parle un petit peu plus à la fin du vlog. Alors c'est parti, je vous parle un petit peu de son histoire et on commence la restauration. Coucou, on est plusieurs jours après les premiers plans que vous avez vus juste avant. Je voulais absolument vous le montrer, l'unboxing et tout ça, donc j'ai filmé, mais je pouvais pas encore commencer la restauration. Là c'est bon, je peux m'y mettre, donc c'est parti. Mais avant, je voulais vous parler quand même un petit peu de comment j'ai trouvé cette petite beauté. Tout simplement, j'étais sur Vinted parce que j'avais reçu une évaluation et je sais pas ce qui s'est passé par rapport à l'application. Au lieu d'être redirigée directement sur la page d'évaluation, j'ai été redirigée sur le feed. Et là, je vois justement ce tourniquet à bobine et je vois qu'il y a 5 demandes dessus. Alors, je suis un peu triste, je me dis que bon, bah voilà, le vendeur a déjà fait son choix, sûrement, ou est en train de le faire, en train de discuter avec les gens. Et je me dis, mais ça m'embête quand même. Bon, je le mets de côté, je mets un favori dessus, et puis je me dis, je vais voir. Puis je réfléchis, et je me dis, mais il n'y a rien qui se passe, il n'est pas vendu au bout d'une heure. Je me dis, c'est quand même bête de le laisser passer. J'ai pas envie, en fait, de le laisser passer. Alors j'ai écrit au vendeur et simplement je lui ai dit je le prends. Je le prends par contre dans 2 ou 3 jours parce que j'attends justement d'avoir de l'argent sur mon porte-monnaie pour pouvoir le prendre parce que j'ai fait une vente. Et je le prends au prix affiché sans négociation. Les autres personnes qui étaient dessus avaient négocié. Donc j'ai aucun tenant et un aboutissant de ce qui s'est passé avec ces personnes-là et le vendeur. Absolument aucun. Et moi j'ai fait une offre, tout simplement comme les autres, en disant que je prenais au prix et s'il pouvait me le réserver. Il a bien aimé l'approche que j'ai eue, il a bien aimé aussi parce qu'on a un petit peu discuté, je lui ai expliqué que ça faisait 2 ans que je cherchais ce type d'objet historique, vintage, et que j'avais énormément de mal à en trouver. Pour diverses raisons, certains montent très très cher, mais pas que, parce que certains étaient vraiment en très très mauvais état, et d'autres n'étaient tout simplement pas en France. D'ailleurs, la majorité n'était pas en France. Donc c'est pour ça que ça posait problème, parce que le plus, c'est en Angleterre et c'est aux États-Unis, bizarrement. Et les frais de port et les frais de douane font facilement monter la facture assez haute. Donc là, j'étais super contente de le trouver sur Vinted pour 3 fois rien. J'ai quelques petites choses à faire pour pouvoir le remettre en état. Mais franchement pas grand chose, et le plus c'est surtout la partie pique-épingle. Voilà, parce que elle a pris cher, hein, la partie pique-épingle, et en même temps c'est normal, hein. Les épingles, on peut pas dire que ça soit doux pour les pique-épingles, tout simplement. Donc je voulais vous emmener avec moi dans la restauration, qui n'est pas une trop grosse restauration, il n'y en a pas pour trop longtemps je pense, mais j'avais quand même envie de vous partager un petit peu cet aspect-là de cette nouvelle vie, de cet objet. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, mais d'abord je vais aller me changer parce qu'il est hors de question que je fasse une restauration habillée en cachemire et en soie. Allez, c'est parti pour la restauration, et comme dans toute restauration, pour pouvoir restaurer un objet, il faut le dit objet. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais j'ai retiré le pique-épingle hors caméra parce qu'il était très bien accroché, et j'ai dû demander de l'aide, donc du coup je n'ai pas filmé. Et vous pouvez voir également qu'il y a 2 porte-bobines qui se sont défaits tout simplement du socle de base et qu'il va falloir que je remette. Et pour parfaire l'ensemble, j'ai également le dé à coudre qui va avec. Et même si je retirais le pique-épingle hors caméra, je l'ai conservé pour pouvoir vous le montrer. Et comme vous pouvez le voir, il était vraiment en piteux état et il était temps de le changer. Même à l'intérieur, le rembourrage montrait vraiment des signes de fatigue. En même temps, il me semble qu'il est d'origine et qu'il n'a jamais été changé depuis la création du porte-bobine.
Il était vraiment temps de le mettre à la retraite et tout de suite après vous l'avoir montré, je l'ai jeté parce que je n'allais pas le conserver et j'ai été me laver les mains parce qu'il pouvait y avoir quelques traces d'arsenic. Et l'arsenic, ce n'est vraiment pas bon pour la santé. Et j'ai ensuite nettoyé le bois de mon tourniquet à l'aide d'une eau savonneuse, donc cette fois-ci j'ai pas utilisé de savon de Marseille, j'ai utilisé du savon noir. Tout simplement puisque je n'allais pas huiler par la suite le bois étant donné qu'il était déjà laqué et que je ne voyais pas l'intérêt de mettre de l'huile sur quelque chose qui avait déjà été traité et qui n'en avait tout simplement pas besoin. J'ai donc préféré utiliser du savon noir au savon de Marseille pour pouvoir continuer de nourrir le traitement du bois et le bois en dessous si jamais ça passait un petit peu au travers et éviter surtout que ça ne parte étant donné que parfois le savon de Marseille peut être légèrement abrasif pour le bois si il y a un traitement dessus. Là au moins je savais que ça ne bougerait pas et que ça viendrait nourrir justement la couleur de ce traitement et en même temps le bois en dessous s'il y avait besoin. Et après avoir terminé de le nettoyer, je l'ai séché parce que même s'il y a un vernis dessus, il faut quand même le sécher pour éviter que ça ne l'attaque et que ça n'attaque le bois par la suite. Il serait tout de même dommage de prendre le temps de prendre soin d'un tel objet pour ensuite laisser de l'humidité le détériorer. Et comme vous pouvez le voir, il y a une nette différence une fois que le bois a été nettoyé et que toute la poussière a été chassée. Bien, le tourniquet est dépoussiéré et nettoyé, il est maintenant temps de commencer la réfection du pic-épingle. Et pour le rembourrage, j'ai décidé d'utiliser cette nappe de feutre de laine que j'ai achetée il y a un petit moment pour refaire ma jeannette, mais je ne l'ai pas encore refaite, et j'en aurai très largement assez pour pouvoir en prélever un tout petit peu pour pouvoir refaire justement le pic-épingle avec. De plus, il s'agit d'une matière naturelle non traitée à l'arsenic, donc ce qui est déjà très bien, et c'était couramment usité à l'époque avec des rembourrages de coton. Par conséquent, j'ai commencé par découper 3 petits carrés directement dans ma nappe pour pouvoir commencer à travailler mon rembourrage. Je me suis par la suite munie de ma petite rondelle justement pour pouvoir venir découper des cercles dans mes petits carrés pour pouvoir fabriquer mon rembourrage. Parce que oui, on ne peut faire rentrer un carré dans un cercle, surtout si le carré est plus grand que le cercle. Waouh, ce que je viens de dire me rappelle de très mauvais souvenirs de mes cours de mathématiques lorsque j'étais au lycée et que j'étais au collège. On va laisser le sujet de côté et on va retourner au rembourrage, vous êtes d'accord? Enfin, quand je dis retourner à mon rembourrage, je devrais plutôt dire retourner au câlin à Mystique. Elle avait très envie ce jour-là d'avoir des câlins, elle n'a pas arrêté de venir justement en réclamer. C'était assez drôle et en même temps assez stressant étant donné qu'elle arrêtait pas de mettre des coups dans la caméra et de mettre des coups dans la nappe de laine qui s'envolait absolument partout avec les petits morceaux que j'avais découpés. C'était très peu pratique, mais en même temps, lorsque l'on voit cette petite bouille, on ne peut que surseoir à ses envies. Et il est rare que j'arrive à la filmer comme ça, où elle arrive directement, la caméra elle est en train de tourner, et où je peux la voir surtout dans le retour, et c'était trop mignon. À chaque fois je me demande quelle tête elle fait, et bien maintenant j'ai ma réponse puisque j'ai pu la filmer ce jour-là. Et j'étais vraiment super contente de filmer avec la petite caméra parce que du coup j'ai pu filmer l'entièreté du câlin. Vous n'avez que quelques minutes, 2 minutes ou 3 minutes je crois, alors qu'il a duré plus de 10 minutes. Elle ne voulait pas partir, elle arrêtait pas de ronronner, de venir se frotter, tout c'était trop mignon. Elle a quand même décidé à un moment donné de partir avant de revenir illico presto. J'ai à peine arrêté la caméra, je suis allée chercher le morceau de tissu pour pouvoir refaire le pic-épingle car revenait déjà. Et comme vous pouvez le voir, je n'avais pas le choix. Elle venait déjà d'en avoir un pendant 10 minutes de câlin, mais il lui en fallait un deuxième. Mais bon, c'est bien mignon tout ça, mais moi il faut quand même que je continue ma restauration. J'ai donc repris ma crétonne de coton pour pouvoir commencer mon rembourrage. Et puis Mystique est arrivée,
Et catastrophe, elle a mis un grand coup dans la caméra et j'ai eu peur qu'elle vole pendant 2 secondes. J'ai vraiment eu peur parce qu'en plus elle est très légère, elle fait tout juste une centaine de grammes. Mais bon, heureusement plus de peur que de mal et j'ai pu continuer la restauration de mon pic-épingle. Et ce fut véritablement la partie la plus difficile, étant donné qu'il fallait domestiquer la crétonne de coton qui n'avait pas envie, mais absolument pas envie de se laisser faire, et de tirer sur le fil pour pouvoir le passer dans la rainure pour bloquer la crétonne de coton qui n'avait pas envie d'être bloquée. Ensuite, il fallait également faire attention à ce que le rembourrage ne dévie pas à droite ou à gauche, et que la rondelle reste bien à sa place, et qu'elle soit droite, et qu'elle ne parte pas légèrement de travers. Et autant vous dire qu'il m'aurait fallu avoir au moins 6 paires de mains pour pouvoir réussir à le faire sans trop de problème. Là, je me suis tué les mains, à tirer, à forcer, à pousser. Ça a véritablement été un enfer et il m'a fallu pas moins de 20 minutes pour réussir, ne serait-ce qu'à passer les fils dans la rainure. Et une fois cette étape des plus difficiles terminée, j'ai noué mes fils pour qu'ils restent bien à leur place dans la rainure, avant de sculpter légèrement la crétonne de coton pour éviter qu'elle ne fasse des bourrelets d'un côté et pas du tout de l'autre, et faire en sorte que ça soit assez bien équilibré au final pour éviter d'avoir quelque chose de disgracieux. Et si le rembourrage lui est historique puisque j'ai utilisé une fibre naturelle, par contre normalement pour le tissu j'aurais dû choisir un lainage ou du velours, sauf que le seul velours qu'il me reste est un velours violet et le seul lainage qu'il me reste est un lainage vert. Et celui qui était d'origine était noir et je voulais conserver justement l'aspect d'origine de la couleur plutôt que de la matière qui a été utilisée à l'époque. J'ai donc préféré la crétonne de coton étant donné qu'il me reste encore une cargaison et en même temps, c'est un tissu qui est assez solide et qui ressemble plus ou moins au tissu d'origine. Même si ce n'est pas le cas, étant donné que je pense que c'était un velours ras qu'il y avait au départ. Bien que cela soit assez difficile à déterminer étant donné l'état dans lequel il était. J'ai ensuite coupé l'excédent de tissu puisqu'il y en avait beaucoup trop mais je préférais qu'il y en ait plus que moins pour pouvoir le refaire, avant de passer un fil tout autour pour pouvoir former un fil un petit peu comme des fils de fronce, pour pouvoir aider à rabattre l'excédent de tissu sur l'envers de la rondelle en bois. Et cette étape aussi m'aura fait très mal aux mains puisqu'il faut se battre contre les tissus et la manière dans laquelle il s'est positionné au départ. Et donc parfois il y a des épaisseurs et il faut retirer ces épaisseurs justement pour pouvoir passer le fil. Et parfois la crétonne elle est juste pas coopérative et elle ne veut absolument pas bouger. En même temps il faut dire que j'ai tellement serré mes fils pour être sûre que ça ne bouge pas que c'est pas étonnant non plus. Une fois mon fil terminé de passer, j'ai tiré pour pouvoir rabattre l'entièreté du tissu sur la marondelle et bien évidemment tout le tissu ne s'est pas rabattu correctement alors par la suite il a fallu prendre une aiguille pour passer en point, un petit peu comme un point d'échelle pour pouvoir les rabattre et les maintenir correctement à leur place. Même si, je dois vous le dire, ça n'a pas été une conclusion aussi réussie que ce à quoi je m'attendais étant donné que la crétonne est rigide et que j'aurais probablement dû laisser 3 ou 4 millimètres supplémentaires de longueur, bah ça a été un peu plus compliqué à faire que ce que je pensais. Mais enfin, j'y suis arrivée et après bon nombre de douleurs dans les doigts, il est temps de mettre le pic-épingle à son emplacement d'origine. Et si je m'attendais à devoir faire quelques petits ajustements, ce ne fut clairement pas le cas. Il est rentré dans son emplacement d'origine sans aucun problème et s'est même très bien positionné. Par ailleurs, j'ai testé en mettant et en retirant quelques épingles et il n'y a eu aucun problème. Il n'a pas suivi. Alors je pense qu'il suivra si jamais je tire une épingle un peu brusquement, mais si je les prends correctement comme je le fais habituellement, je pense qu'il ne bougera pas et qu'il restera à son emplacement jusqu'à ce que je doive le refaire. Je lui ai quand même redonné une forme un petit peu plus ronde étant donné qu'elle s'était quand même pas mal déformée au fur et à mesure des manipulations, comme ça c'était beaucoup plus joli. Et en plus ça correspondait beaucoup mieux à l'esthétique de départ même si on ne faisait que la deviner vu l'état dans lequel il était. Et évidemment je ne pouvais le laisser vide, je suis donc allée chercher les bobines que j'avais achetées depuis un petit moment maintenant pour ma machine à coudre de 1860 et je les ai posées dessus. D'ailleurs il me reste encore un emplacement vide, alors il faudra que j'en trouve une quatrième, mais ça attendra un petit peu, je ne vais pas passer une commande juste pour ça. Et comme sur ce tourniquet à bobine, il y a un emplacement pour mettre les ciseaux, je suis partie chercher mes ciseaux des années 40, années 50 pour les mettre dessus. Ça va très bien avec le bois, la couleur se marie à merveille avec le pic-épingle et avec les épingles. Et voilà, la restauration, ou plutôt le nettoyage, je ne sais pas trop encore, de ce tourniquet à bobine est maintenant terminé et il a enfin retrouvé sa grandeur passée.
Autant vous dire que je l'adore et qu'il va à merveille avec ma machine à coudre. Et pour avoir utilisé justement les ciseaux que j'ai mis sur le porte-bobine, parce que j'ai souvent besoin d'aller les chercher, c'est un véritable bonheur de les avoir directement de sortie et je n'ai plus qu'à les prendre plutôt que d'avoir à chaque fois à tirer dans les tiroirs et à fourrager dedans pour pouvoir les retrouver parce qu'il y a 1 million de choses dans les tiroirs de ma machine à coudre. Bon, bah voilà, cette restauration est terminée. Enfin, si je peux appeler ça une restauration, étant donné que la seule chose que j'ai faite en définitive, c'est nettoyer le bois parce qu'il était assez poussiéreux et que j'ai changé le pic-épingle parce que lui, par contre, il avait vraiment besoin d'être changé. En réalité, je n'ai pas fait grand-chose, donc je sais même pas si je peux appeler ça une restauration. Et donc pour la petite histoire, pour vous raconter un petit peu l'histoire de ces objets, ce sont des objets de couturière bien évidemment qui ont commencé à être produits aux alentours de début 1800 et qui ont été commercialisés jusque fin 1920. Donc on a une grande période d'utilisation et une grande période de fabrication pour ces objets. Et du coup, je n'ai pas été vraiment capable de dater précisément la date de fabrication du mien. Mais je pense qu'on est plus aux alentours de fin 1800, début 1900, donc je pense aux alentours de 1890-1910, qui laisse une période quand même d'une vingtaine d'années sans pouvoir dater vraiment avec précision de quand il date. Mais bon, moi ça me gêne pas plus que ça. Absolument pas en réalité. À partir du moment où de toute manière c'est une pièce historique, et donc quand je vous l'ai dit dans l'introduction, je l'ai trouvé en Allemagne et ça a vraiment été un coup de chance que je puisse trouver celui-ci. Et je dois dire que je ne regrette absolument pas le fait qu'il soit en bois, contrairement à ce que je voulais au départ, c'est-à-dire qu'il soit en argent ou en métal, parce que ça a été vraiment... Parce qu'ils ont aussi été produits en argent et dans d'autres métals pour les personnes un petit peu plus fortunées et donc pour les personnes qui étaient un petit peu plus issues du peuple. Forcément, le métal et l'argent étaient beaucoup trop chers pour eux, alors il en a été produit en bois. Donc là, techniquement parlant, j'ai un porte-bobine ou un tourniquet à bobine, puisque certains tournaient, celui-ci non, mais certains tournaient, qui était probablement à une femme qui n'avait pas assez d'argent pour se payer un en argent ou en métal. En même temps, j'ai envie de vous dire, lorsque l'on voit encore les prix de ceux-ci où ils sont un petit peu plus précieux, on peut se dire que les prix d'achat devaient être aussi chers que les prix de revente aujourd'hui. Si ça vous intéresse, je vais faire probablement un tableau Pinterest, donc je vous en mettrai plusieurs exemples pour que vous puissiez aller voir. Donc je vous laisserai aller voir en suivant le lien que je vais mettre dans la description si vous voulez voir d'autres modèles que celui-ci. Ça vous permettra d'avoir un large panel de visualisation par rapport à ce qui était fait à l'époque de ces petits tourniquets à bobine. Par contre, il y a quelque chose aussi que je voulais vous parler par rapport justement au pic-épingle lorsque je l'ai changé et plus précisément lorsque je l'ai refait. Si jamais vous avez des outils qui sont plus pratiques que ce que moi j'ai fait, n'hésitez pas à les utiliser si jamais vous voulez en refaire un. Parce que ça fait extrêmement mal aux mains et aux doigts, c'est un enfer. Parce qu'il faut forcer, il faut bien évidemment contraindre le tissu, contraindre la petite rondelle où on vient passer dans la rainure le fil pour maintenir le tissu à sa place et en même temps le rembourrage ne fait que bouger. Donc si vous avez quelques outils, n'hésitez pas à les utiliser. Moi je les avais pas, mais franchement je pense que ça devrait changer la vie de manière assez impressionnante. En plus, là où je suis contente justement d'avoir ce tourniquet à bobine, c'est tout simplement parce que j'ai 2 types d'épingles. Et elles ne fonctionnent vraiment pas pareil. Et j'avais toujours tendance à les mixer ensemble parce que j'avais qu'un seul pic-épingle, celui de mon anniversaire, donc l'année dernière, qui m'avait été offert par mes parents. Hop là, vous trouverez une vidéo sur ma chaîne pour pouvoir le voir un petit peu mieux si jamais vous voulez en savoir plus. Je la mettrai dans la barre de description également. Et donc celui-ci, je mettais les deux ensemble et j'en ai des argentés et des noirs.
Voilà, comme ça. Et les noires, elles sont un petit peu plus épaisses. Elles sont un petit peu plus épaisses que les argentées, donc forcément, ça pose un petit peu de problème dans les tissus très, très légers, comme la soie avec le pongé ou le voile de pongé soie, ou même juste le coton, parce que ça vient attraper les fils et ça les casse, donc forcément c'est pas terrible. Et il y a des fois, malheureusement, en prenant une épingle, on fait pas forcément attention à la couleur, et puis bon, ça pose un petit peu de problème, ça avait du mal à passer, donc c'était comme ça que je m'en rendais compte. Je forçais pas pour que l'épingle passe, mais quand même, c'était pas agréable, et en plus, les épingles noires sont très très pointues, c'est juste une horreur. La dernière fois, je me suis rentrée une dans le doigt. Elle est rentrée sur près de 5 mm. Ça fait très mal. Donc, les avoir mis de côté sur un autre pique-épingle et qui me permettent de savoir exactement lesquels je prends. Et ça va révolutionner la couture pour moi. Ça va être quelque chose de vraiment différent. Et ça, c'est super. En plus, je peux mettre mes ciseaux. Donc c'est super parce que j'ai des vieux ciseaux qui datent d'environ des années 50, je pense, 40, 50, des ciseaux de couturière. Et je peux mettre un dé à coudre. Donc moi, j'utilise pas le dé à coudre parce que je perds toutes les sensations, toute mobilité par rapport à ma main. Lorsque je couds, j'ai horreur de ça. Donc j'ai développé tout un tas de petites techniques pour éviter de me piquer avec les aiguilles. Et ça fonctionne aussi très très bien. Vraiment, très très bien. Donc il sera plus décoratif qu'autre chose, ce dé à coudre, mais bon, c'est pas bien grave, il était avec, et il me plaît aussi, il est assez mignon, il est tout fin, je pense qu'il est... Je pense pas qu'il soit d'origine, parce que s'il était d'origine, il serait probablement dans un autre métal que celui-ci. Là, je pense qu'il est en... Je sais pas, en fait. J'ai peut-être en fer, parce qu'il y a de légères petites traces rouges, donc peut-être qu'il est en fer, ou peut-être tout simplement pas, il est en autre chose. Je trouve qu'il ressemble aussi à de l'aluminium. Je sais pas. En attendant, j'espère que ce vlog vous aura plu, même s'il est assez court et qu'au final, je sais pas si je vais vraiment pouvoir dire que c'est une restauration. J'en ai aucune idée. Je verrai quand j'aurai terminé le montage, parce que je l'ai commencé avant de faire cette conclusion, mais il n'est pas encore terminé. Mais je pense qu'au final, ça sera surtout un nettoyage qu'autre chose. Je sais pas. Vous verrez de toute façon avec le titre, vous le saurez avant de voir la fin de cette vidéo. Donc moi je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez peut-être découvert un nouvel objet de couture qui était très usité justement à l'époque, donc dans les années 1800 et début 1900. Et vous allez le revoir de toute manière très régulièrement dans mes vlogs, puisque je pense que je vais les laisser sur la machine à coudre à plateau. Ça fait une jolie décoration et puis de toute façon ça va parfaitement avec, étant donné que la couleur du bois est sensiblement la même, elle est juste une teinte plus foncée et en même temps c'est normal étant donné qu'elle a été vernie et que c'est du bois de hêtre et qu'il y a certaines essences de hêtre qui sont beaucoup plus foncées que certaines, surtout si il a été fabriqué en Allemagne. Le bois, on sait, il a tendance à être un tout petit peu plus foncé en Allemagne qu'en France. Je ne sais pas pourquoi. J'étais aussi surprise quand j'ai fait un séminaire sur le bois en Allemagne il y a quelques années pour vendre de la parquetterie. J'ai pas trop compris, mais bon, écoutez, hein. Il y a des choses dans la nature qu'on ne peut expliquer. Celle-ci en fait partie. Bon allez, moi j'arrête de digresser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.